Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette rétrospective du mois d'avril 2016. Donc ce mois-ci, pas trop de changements à part que j'ai décidé d'ajouter des notes à la fin de chacune de mes rétrospectives. Voilà, ça c'est pour le petit changement. Et puis voilà, tout simplement pour ce mois de février, d'avril, qu'est-ce que je raconte, j'aurai 28 films à critiquer. Et je vais, comme d'habitude, diviser mes 28 films en 3 parties que je diffuserai au fil et à mesure du mois de mai 2016. Voilà. Ce mois-ci, j'ai vu The Big Short, le casse du siècle, sous-titré en français, réalisé par Adam McKay, avec donc dans les rôles principaux Steve Carell, Ryan Gosling, Christian Bale et Brad Pitt pour un petit rôle. Alors le film est sorti tout récemment, il ne me disait pas spécialement envie, j'avais pas forcément envie d'aller le voir au cinéma, j'avais vu des critiques qui disaient que c'était assez complexe mais intéressant, donc j'avais pas spécialement envie d'aller voir ça au cinéma, mais le film a quand même, je sais pas, je m'étais dit que je le regarderais plus tard et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait ça retrace l'histoire de pourquoi, pas pourquoi est-ce qu'on est en crise, enfin en partie, mais surtout comment les personnes l'ont découvert, comment certaines personnes l'ont découvert, que la crise allait arriver. Et voilà, c'est ça le film. Euh, j'ai pas adoré, le film se regarde vraiment plutôt bien, il est très intéressant, ça c'est sûr. Mais on m'avait prévenu, j'avais vu pas mal de vidéos qui en parlaient. Le film est très complexe à comprendre, les termes ne sont vraiment pas faciles, c'est des termes économiques très complexes, il y a vraiment énormément de moments où on comprend pas du tout ce qu'ils sont en train de se dire, ce qui est en train de se passer en fait finalement. On regarde le film, on laisse passer, en gros, pour vous dire, moi j'ai compris le film dans les grandes lignes, mais il y a des moments où c'est vraiment très complexe, ça passe dans quelque chose de vraiment avec des termes que je ne comprenais pas. Nos personnages faisaient des actions, par exemple sur des ordinateurs, des virements, des trucs comme ça, que je ne comprenais pas non plus. Mais bizarrement, ça n'a pas forcément gêné mon visionnage. J'ai de la c'est sûr que quand on comprend pas la moitié du film, c'est sûr que j'ai pas pu adorer le film, ça c'est certain. Mais j'ai passé un bon moment devant parce que j'ai trouvé ça intéressant quand je comprenais. Et quand je ne comprenais pas, ça restait toujours. Je comprenais toujours au moins dans les grandes lignes, ce qui fait que je n'ai pas décroché le film. Et voilà. En plus, le film n'est pas du tout forcément tout le temps très sérieux. Il y a un certain second degré que j'ai bien aimé qui fait qu'on n'est pas tout le temps en train de réfléchir, avoir mal à la tête, ça nous pose, ça rafraîchit un petit peu le film, qui aurait pour le coup été vraiment très très chiant. Par exemple, il y a des regards caméra avec nos personnages qui vont par exemple directement parler à la caméra, parler aux spectateurs. Ça c'est intéressant parce il y a vraiment un effort, le réalisateur est conscient que son sujet est très complexe et il y a vraiment une volonté de vouloir faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe. Donc notamment avec ces regards caméra dans lesquels le personnage nous explique clairement ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc un bon film, j'ai mis 14 sur 20 on va dire. Ouais, je vais mettre une note de 14 sur 20, donc un bon film qui se laisse regarder très très bien, qui est très intéressant, surtout un peu compliqué, mais voilà. Donc un bon film. Ce mois-ci, j'ai vu La Tour Montparnasse Infernale, réalisée par Charles Nemes, si je ne me trompe pas, avec dans les rôles principaux Eric et Ramsey, donc un film qui est devenu assez culte avec les années, mais que moi je ne connaissais pas. Pourtant, c'est le genre de film que ma génération connaît bien. Euh, et surtout, j'aime plutôt bien l'humour d'Eric et Ramsey. Je sais pas pourquoi j'avais encore jamais regardé. Mais voilà, je m'y suis lancé. Alors l'histoire est toute simple, c'est une parodie de Die Hard dans lequel un groupe de terroristes vont prendre en otage des, une tour dans laquelle il y avait une réunion qui était en train de se passer. Ils vont prendre en otage le personnel. Et Eric et Ramsey sont juste des nettoyeurs de vitres qui se trouvent là par hasard et qui vont être mêlés à l'affaire.
J'aime bien l'humour d'Eric et Ramsey. Les gens ont tendance à dire beaucoup que c'est un humour con, pas drôle. Moi personnellement, je trouve pas forcément que c'est con. Enfin, je trouve leur personnage est con, c'est sûr, mais c'est leur personnage. Et après tout ce qui est l'humour et toutes les blagues, elles sont pas connes. Il y a des références. Rien que le fait que ce soit une parodie à Die Hard, c'est assez marrant. Enfin, moi j'ai bien aimé. Il y a pas mal de blagues très référencées, même parfois c'est tellement recherché que ça n'en devient pas drôle parce que on est obligé de réfléchir à la blague et le principe d'une blague c'est justement que le rire soit instantané en fait. Donc je suis pas d'accord pour dire que l'humour de Eric et Ramsey est con. En revanche, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de blagues dans le film qui vont tomber à plat. Ou même des scènes plus lourdes, on va dire, dans lesquelles nos personnages se chamaillent, par exemple. Euh, non, c'est pas toujours très drôle, mais il y a des moments qui m'ont bien fait rire. Eric et Ramsey, bon, ils jouent pas très très bien, ça c'est le problème, je trouve. Ça fait un peu partie de leur personnage. Euh, c'est leur personnage en fait qui est comme ça, d'être je sais pas, des espèces d'attardés. Mais ouais, parfois on a l'impression que c'est du mauvais jeu, je sais pas, c'est pas toujours très bien joué. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, la plupart des blagues, moi j'ai rigolé. Euh, il y a des scènes quand ils sont déguisés en chevalier avec toute l'armure, tout ça, c'est une scène qui est vraiment drôle. Après, par contre, ce qu'il faut noter surtout, c'est la mise en scène de Charles Nemes qui est très mauvaise. Visuellement, déjà, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et puis voilà, c'est mal filmé, je trouve. Pas mal de moments où on se demande ce qui se passe à l'écran parce qu'on comprend pas trop. Dans des scènes un peu d'action, on va dire, c'est assez mal filmé. Mais voilà, globalement, c'est un petit film devant lequel on ne se prend pas la tête, avec un humour que je ne trouve pas con, mais pas toujours très drôle. Mais voilà, on passe un très bon moment, et moi j'ai passé un très bon moment devant, je lui ai mis, on va dire, 13 sur 20, un bon film, quoi. J'ai passé un très bon moment. Toujours un problème avec la lumière, là c'est trop fort. Ce mois-ci, j'ai vu Chez Gino, réalisé par Samuel Benchetrit en 2011, avec dans le rôle principal José Garcia. C'est un des seuls. Et il y a Samuel Benchetrit qui joue aussi dans le film. Les autres acteurs, je connaissais pas trop, pas très connus. C'est un film qui est assez méconnu, mais pour le peu de personnes qui l'ont vu, les gens ont été très déçus. Moi, j'avais envie de voir ce film parce que le nom de Samuel Benchetrit me donnait envie, j'avais lu pas mal de trucs sur lui et voilà, j'avais vu la bande-annonce et ça avait l'air sympa le milieu dans lequel se plaçait le film. L'histoire de Gino, un pizzaiolo qui est juste pizzaiolo à Paris, dont sa famille était anciennement mafieuse, en tout cas toute sa famille est mafieuse sauf lui. Lui a quitté tout ça pour venir vivre en France. Et un jour, il y a l'oncle qui est sur le point de mourir. Et pour que Gino puisse toucher tout son argent, il faut qu'il prouve à son oncle qu'il est devenu un très bon mafieux qui fait régner la terreur sur tout Paris. Mais le truc, c'est que c'est juste un pauvre petit pizzaiolo qui ne fait de mal à personne. Donc il fait appel à un caméraman qu'il avait précédemment fait travailler pour une publicité pour sa pizzeria. Et ils vont ensemble faire un faux documentaire dans lequel Gino serait un mafieux. Donc voilà, scénaristiquement, il y a de bonnes idées, franchement. Je trouvais l'idée très intéressante. Et puis, au final, ça va être un film très moyen. Mais je dois avouer que la première partie était vraiment excellente. J'ai vraiment pris mon pied devant ce film, quoi. Euh, Scénaristiquement, je vais pas tout vous dévoiler. Après, ça reste un scénario simple, mais je trouve qu'il y a de bonnes idées. Au niveau de la mise en scène aussi, il y a vraiment pas mal de très très bonnes idées de la part de Samuel Benchetrit au niveau des mouvements de caméra. Visuellement, par exemple, la pizzeria au tout début avec ses néons, très 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 jolie. La première scène d'introduction, je sais plus si c'est vraiment la scène d'introduction, mais il y a une scène dans laquelle on voit
on a la caméra qui vient du ciel et qui descend dans une espèce de mouvement un petit peu courbe en direction de la pizzeria. Et pendant ce temps-là, on voit Gino qui est en train de faire une pizza à l'intérieur. Alors c'est un plan purement visuel, mais vraiment très joli. Après, c'est vrai que ça peut déplaire. J'ai lu des commentaires qui disaient que c'était très criard. C'est très criard. Moi, visuellement, je trouve ça beau. Il a peut-être un peu abusé au niveau des couleurs, mais visuellement, je trouve ça beau. Au niveau de la mise en scène aussi, j'ai beaucoup aimé le découpage entre les parties où on est vraiment dans le film réalisé par Samuel Benchetrit et puis les séquences dans lesquelles on est dans le documentaire qui est filmé par Samuel Benchetrit dans le film. Donc voilà, ces moments-là sont très très bien mis en scène. Et puis il y a quelques scènes qui sont vraiment vraiment sympas, notamment une scène sur la plage, sans vous en dire plus. Je vous laisse le soin de découvrir ce film. Jusque-là, le film, la toute première partie du film est vraiment excellent et ouais, franchement, j'allais mettre une très très bonne note, 16, 17 peut-être, je sais pas. Je peux pas juger sur quelque chose qui finalement se termine mal. La seconde partie du film, en revanche, est beaucoup moins intéressante parce qu'une fois qu'on a mis tout le contexte du film, que les personnages sont posés, on entre vraiment dans quelque chose seulement documentaire en fait. On n'est plus que dans les phases où Gino se fait filmer en tant que mafieux, ce qui était déjà le cas en partie au début. Mais là, la seconde partie, c'est vraiment pour faire des scènes comiques en fait, parce que le film n'est pas vraiment une vraie comédie. Je considère pas le film comme une vraie comédie, mais il y a un ton très décalé dès le début du film. Et c'est pas drôle, mais c'est toujours. Les situations sont marrantes, elles prêtent à rire, à sourire en tout cas. Donc, dans toute la première partie, c'était pas gênant que le film soit pas réellement drôle. Il n'y a pas forcément de blagues qui sont faites pour être drôles en fait. Toujours des trucs qui font sourire, mais jamais pour vraiment faire rire. La seconde partie tourne vraiment dans la comédie, et c'est là où le film se perd complètement parce que. On enchaîne juste des situations dans lesquelles Gino se prend pour un mafieux et c'est pas drôle, on rigole pas. Ça fait sourire, ça reste toujours plaisant, mais le film perd vraiment vraiment en intensité dans cette seconde partie et c'est vraiment dommage. Après il y a la scène finale dans laquelle Gino va retrouver son oncle qui vient relever le tout, elle est assez sympa sans être exceptionnelle. Mais c'est vrai que c'est dommage, j'ai été déçu par la fin de ce film. En tout cas, dès la seconde partie, j'ai été déçu. Avec toute l'histoire, il y a quelqu'un qui va venir mettre des bâtons dans les roues à la production du documentaire. J'en dirai pas plus, mais tout ça, ça fait un peu forcé, pas très... Ça marche plus, quoi. C'est plus très drôle, plus... Il y en avait trop, en fait. Donc ouais, je vous invite quand même à découvrir ce film parce que je l'ai trouvé très intéressant au début, franchement il est très intéressant, mais la seconde partie perd vraiment en intensité et le film se perd quoi complètement. Après moi j'ai bien aimé la réalisation de Samuel Benchetrit, donc je pense que il peut faire des choses très intéressantes, donc je vais un petit peu voir ce qu'il a fait d'autre, sachant qu'il y a d'autres films qui sont plutôt mieux notés. Enfin ça dépend, il y a un film... J'ai toujours rêvé d'être un gangster, un truc comme ça, qui est pas très bien noté non plus, mais qui me donne envie moi personnellement. Mais il y a le dernier film qu'il a fait récemment, Asphalt, qui lui est très très bien noté, donc je découvrirai ça prochainement. Donc voilà, en attendant, je vous invite à découvrir Gino, c'est un... Je saurais pas dire si c'est bon ou pas. On va dire que je lui ai mis la note de 13 sur 20, voilà. Et c'est principalement parce que j'ai beaucoup aimé la première partie, j'aurais mis beaucoup moins sinon. Ce mois-ci, j'ai vu Le Festin nu, réalisé en 1991 par David Cronenberg. Ça fait un moment que j'avais pas parlé de lui. Et je suis content parce que j'ai vu un très bon film de David Cronenberg et ça faisait un moment. Depuis Spider, ah mais non, mais je dis de la merde, j'ai vu Maps of the Stars le mois dernier, que j'avais surkiffé aussi. Donc là, je suis dans une bonne période de David Cronenberg, je tombe sur les bons films de lui, donc je suis content. Comment résumer Le Festin nu ?
ça va pas être facile. C'est l'histoire de Bill, je crois qu'il s'appelle l'homme, ça doit être ça. Un exterminateur de cafards qui un jour arrête son travail pour devenir totalement écrivain. Et en parallèle, il y a sa femme qui se shoot avec la poudre à cafards qui lui sert à exterminer les cafards, elle se shoot à ça. Et un soir, Bill rentre chez lui, il voit que sa femme est en train de le tromper avec des amis à lui. Donc il fait un espèce de jeu et accidentellement il va la tuer. Et je pourrais pas expliquer plus parce que c'est vraiment impossible à expliquer quoi, c'est vraiment très spécial, c'est totalement surréaliste. Ouais, c'est peut-être un des films de Cronenberg les plus... Non, il est pas spécialement compliqué, c'est juste que c'est totalement surréaliste et qu'il faut accepter ce que l'on nous offre à l'écran quoi. Franchement, je saurais pas dire grand chose sur ce film. Il y a des thématiques très très intéressantes qui sont abordées grâce à ça, en plus de tous les trucs habituels sur le corps humain que David Cronenberg nous pond à chaque fois. Notamment, il a pu mettre sa passion pour l'organisme à profit, puisqu'il a créé des espèces de monstres très très bien foutus. Il y a deux modèles du monstre qui est la même personne en fait. Une fois c'est un espèce de scarabée très très spécial. Ah ouais, il y a aussi la machine à écrire, enfin il a fait vraiment des très... C'est tout fait en animatronics ou en marionnettes et c'est vraiment super bien fait. Et c'est vraiment... Non, c'est vraiment super bien fait et ça donne vraiment une ambiance au film très surréaliste que j'aime beaucoup. Et donc pour revenir un peu à ce qu'aborde Cronenberg dans son film, il va nous parler des déviances sexuelles que peuvent avoir les personnes, il nous parle de drogue, avec cette représentation de la poudre à cafard qui shoot. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant que j'ai bien aimé aussi, il nous parle de la condition d'auteur, de scénariste, avec encore une fois quelque chose de totalement surréaliste, une machine à écrire qui écrit toute seule et en forme d'espèce de scarabée, une bête totalement déjantée. Voilà, je saurais pas dire d'autre chose de plus que ça. J'aimerais vous donner envie vraiment de voir ce film, mais c'est spécial, c'est très dur à... Si vous n'êtes pas initié au cinéma de Cronenberg, faut pas commencer par celui-là, ça c'est certain. Mais si vous êtes déjà initié, si vous n'êtes pas initié, je vous conseillerais Spider de Cronenberg ou Crash, qui sont beaucoup plus simples d'accès. Là pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment adoré ce film-là, mais je sais pas quoi en dire de plus. Sa mise en scène, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est quelque chose d'assez spécial, ça se passe dans... Je sais pas, on dirait que ça se passe au Maghreb ou dans un pays oriental. Mais je sais pas, il y a juste nos personnages qui font très américains au milieu de ce décor. Donc ça, c'est adapté d'un livre donc, que je n'ai pas lu. Peut-être que j'essaierai un jour. Mais franchement, j'ai vraiment adoré ce film et je vous le conseille. Je saurais pas quoi vous dire plus, c'est un bon film. Que je vous conseille. Voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Inherent Vice, le tout dernier film de Paul Thomas Anderson, avec Joaquin Phoenix et Josh Brolin, si je me trompe pas. Ouais, c'est Josh Brolin. Pour les deux principaux. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma de Paul Thomas Anderson. C'est un des seuls réalisateurs vraiment célèbres que moi je n'arrive vraiment pas à rentrer dedans. J'ai aimé aucun de ses films et pourtant j'en ai vu. Il doit me manquer que Punch Drunk Love à voir. Et non, il en a fait un autre sur de Grandmaster, je crois, il a fait un truc comme ça. Ces deux-là je les ai pas vus, mais sinon j'ai vu Boogie Nights, que je n'ai... Encore celui-là, ça allait, mais vraiment très long et j'ai pas... Boogie Nights, donc... très très moyennement aimé, Magnolia que je n'ai pas aimé,
There Will Be Blood que j'ai détesté, et Inherent Vice que j'ai pas aimé vraiment. Ce qui fait que j'aime pas le cinéma de Paul Thomas Anderson, et je m'en suis rendu compte qu'avec ce film-là, pour l'instant, c'est que son écriture est vraiment très très littéraire, et que porté à l'écran, ça passe pas très très bien. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Paul Thomas Anderson. Je comprends très bien que vous puissiez l'aimer. Je ne dénigre pas son travail, mais moi personnellement, je trouve que porté à l'écran, son écriture devient beaucoup trop lente. Et voilà, au début de ces films, j'aime toujours bien, mais très vite on se perd dans des dialogues où le personnage qui parle, qui fait une introspection très très longue, j'irais pas dire jusqu'à inintéressante, mais très longue, très lente, on décroche très vite son film. Là dans ce film, on est censé être dans une enquête, mais très vite on part dans d'autres trucs parce qu'il veut vraiment incorporer un contexte à son film. C'est une bonne idée, c'est vraiment pas débile, mais son écriture fait que ça en devient, c'est beaucoup trop littéraire, je trouve, pas assez cinématographique. Après, le début du film, comme je vous le disais, j'aimais bien, c'était plutôt sympa. J'étais le personnage de Doc, je le trouvais très intéressant. Commençait à y avoir une histoire qui m'intéressait dans le film, en fait, c'était plutôt la confrontation entre Doc et l'inspecteur, je ne me souviens plus du tout son nom. Et il me semblait que c'était en fait c'était ça qui était au centre vraiment du livre, parce que c'est aussi tiré d'un livre, ce film-là. Je pensais vraiment que c'était cette confrontation entre ces deux personnages qui serait vraiment au centre de l'intrigue du film, parce que ça semblait être ça dans le livre, et pas vraiment en fait. Dans le film, on voit plus l'inspecteur pendant une grande partie du film, puis on le revoit que à la fin en train de fracasser la porte du doc. Donc je me suis demandé, voilà, c'était un petit peu la seule intrigue qui m'intéressait, qui avait vraiment réussi à m'intéresser, et qui finalement n'est pas très présente. Après, visuellement, c'est toujours très joli, comme à son habitude avec Paul Thomas Anderson. J'aime beaucoup ces longs plans qu'il peut faire. Il y a une scène que j'aime bien, c'est celle où Doc va dans un espèce de truc de massage asiatique. J'ai bien aimé cette scène-là. Mais voilà, et puis l'ambiance très 17, comme avec Boogie Night, est très très bien retranscrit. Je crois que c'est un des meilleurs réalisateurs qui retranscrit cette époque-là, je trouve. Mais voilà, ça a vraiment pas réussi à me charmer, et je lui ai mis la note de 11 sur 20. On va dire 11 sur 20, parce que j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais ça n'a pas réussi à me charmer du tout. Ce mois-ci, j'ai vu Promised Land, réalisé par Gus Van Sant. Il me semble que c'est son dernier film. Il passait à la télé dans le courant du mois de ce mois-ci. J'ai vraiment adoré ce film. Il était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et pour l'instant, c'est vraiment, de tous les films que je vous ai parlé pour l'instant, avec Le Festin Nu, c'est vraiment les films que j'ai le plus adoré. Alors de quoi ça parle ? En gros, le scénario est plutôt simple, mais durant tout le film, il va être très très bien écrit et très bien approfondi, on va dire. C'est Matt Damon et Frances McDormand, deux personnes qui travaillent pour une boîte d'extraction de gaz de schiste, qui sont envoyées dans le centre des États-Unis afin de convaincre toute une ville de vendre leur terrain pour justement pomper ce gaz de schiste. Et ils vont devoir essayer de prouver à la population qu'ils vont devenir riches en faisant ça, que c'est pas mauvais pour la nature contrairement à ce qu'on dit. Ils vont tenter de se débattre et essayer de prouver, être dans leur sens, quoi. Prouver que le gaz de schiste n'est pas une mauvaise chose. Et c'est justement là tout l'intérêt du film. C'est que Frances McDormand et Matt Damon, qui sont des personnages qui nous sont présentés de façon très sympathique dans le film, sont du côté qu'on appellerait de méchants,
avec ceux qui ont l'idéologie capitaliste, prêts à détruire la Terre juste simplement pour extraire du gaz de schiste. Mais ils nous sont présentés de façon toujours très sympathique. Alors que l'antagoniste, qui lui est du côté des écologistes, plutôt du bon côté, nous est présenté plutôt comme quelqu'un qui est prêt à tout pour faire valoir son idée, quitte à faire des coups de pute pendant le film, c'est ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment sur ça que joue tout le film, et c'est tout l'intérêt du film, et franchement c'est vraiment hyper intéressant. On passe de plein de scènes dans lesquelles nos personnages vont tenter chacun de prouver qu'ils ont raison et qu'il faut les croire, que le gaz de schiste n'est pas mauvais, l'autre qui nous dit justement le contraire. Et puis c'est servi par Matt Damon et Frances McDormand qui jouent très très bien et qui sont hyper sympathiques, qui donnent un ton frais au film. Après il y a Gus Van Sant qui a rajouté une espèce de romance qui vient rajouter encore quelque chose de léger au film, et c'est ce qui fait que le film passe vraiment tout seul et il est super super intéressant. J'avais déjà bien aimé les films de Gus Van Sant, même si j'avais eu beaucoup de mal avec la fin que je ne comprenais pas. Un peu comme Irréversible, je comprends juste pas quel est l'intérêt de la fin, puisque le film est monté à l'envers en fait, dans les deux cas. Franchement, celui-là, j'ai vraiment surkiffé. Promised Land, je m'attendais pas à aimer ce film, mais je savais même pas que ce film existait avant qu'il passe à la télé. Et j'ai vraiment adoré. Après, si je devais dire un bémol à ce film, ça serait peut-être la fin. Un peu trop téléphoné, trop facile, mais ça m'a pas gêné. Je l'avais deviné depuis longtemps que la fin serait comme ça. C'est quelque chose d'assez cliché dans les films. Mais voilà, le film était tellement bien que c'est passé tout seul et que ça m'a pas plus gêné que ça. Donc franchement, Promised Land, si pour l'instant il y avait un film que je devais vous proposer vraiment à voir, c'est celui-là. Il est excellent et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ce mois-ci, et pour la seconde fois de ma vie, je visionnais le film Hugo Cabret, réalisé en 2011, si je ne me trompe pas, par Martin Scorsese. Un réalisateur que, si vous suivez un petit peu mes chroniques, vous devez savoir que je ne suis pas très fan de son travail, mais Hugo Cabret, je l'avais découvert au cinéma quand j'étais tout petit, j'avais 11 ans, et ça avait été une très bonne surprise, j'avais beaucoup aimé. Après, c'était un regard très enfantin que je portais sur le film, en tout cas plus enfantin que je ne le suis maintenant. Et c'est principalement ce qui fait que cette fois-ci, j'ai pas adoré le film, surtout que je connaissais un petit peu le retournement de situation. Mais je dois au moins un truc au film, c'est que à 11 ans, je ne connaissais pas Georges Méliès, et ça m'a fait découvrir Georges Méliès. Donc déjà, le premier point que je trouve très intéressant, c'est le fait de passer par... parce qu'en fait, finalement, le film, c'est pas vraiment un biopic, mais c'est un film sur Georges Méliès. Pas un biopic, mais un film sur. Et c'est intéressant de passer par une fiction externe pour parler de Georges Méliès, parce que Georges Méliès, c'est le personnage des rêves, l'inventeur du cinéma. Donc je trouve ça intéressant de passer par la fiction de Hugo Cabret pour nous parler de Georges Méliès. Après, ce que je trouve que... Là, ça va être vraiment du chipotage, mais je me suis fait la réflexion, c'est que finalement, Hugo Cabret et Georges Méliès, ils n'ont pas vraiment de point commun entre eux. Ça aurait pu être... c'est pas un petit garçon, un peu comme Hugo Cabret, qui est abandonné, qui vit tout seul, mais qui a un petit peu les mêmes rêves d'aventure, des trucs... je sais pas, avec les planètes, tout ça, ça ne m'intéresse pas spécialement Hugo Cabret, ou en tout cas on ne nous le montre pas. Ce qui intéresse juste Hugo, c'est son automate et un petit peu les montres, réparer des montres. Donc voilà, ça n'a pas vraiment de rapport avec le personnage de Georges Méliès, mais c'est vraiment du chipotage. Le film est vraiment bon, moi je le trouve très très plaisant.
un peu enfantin dans sa première partie, notamment avec les scènes de course-poursuite entre Borat, je sais plus son vrai nom, Sacha Baron Cohen et notre héros. Et la seconde partie est très différente mais très intéressante aussi, avec ce limite documentaire quoi. Ouais, c'est limite un documentaire la seconde partie sur Georges Méliès. C'est ça qui m'a fait découvrir le personnage de Georges Méliès. Et j'avais été très curieux, ça m'avait rendu curieux de découvrir ces films qu'il a pu faire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de faire un film pour enfants qui essaie de rendre curieux, qui essaie de faire découvrir le cinéma aux plus jeunes. Et parce que finalement, le film sent vraiment l'amour qu'a Scorsese pour le cinéma. Et voilà, on sent qu'il avait vraiment envie de rendre un bel hommage à Georges Méliès. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un film peut-être un peu trop enfantin qui fait que maintenant je ne l'ai pas adoré, mais je l'ai trouvé bon et je lui mets la note de 14 sur 20. Ce mois-ci, j'ai vu Youth de Paolo Sorrentino, donc c'était la première fois que je découvrais le cinéma de Paolo Sorrentino. J'en avais écouté pas mal de bien, c'était principalement la critique du Viewer qui m'avait donné envie de découvrir un petit peu le cinéma de Paolo Sorrentino. Et notamment Youth, parce que comme lui, je ne connais pas Paolo Sorrentino, juste de nom, je connais 2-3 titres de films qu'il a réalisés, mais c'est tout. J'étais curieux. Alors déjà, je vais commencer vraiment par les bons points, et après je vais passer sur quelque chose de beaucoup moins cool. J'ai beaucoup aimé le visuel du film, c'est vraiment esthétiquement magnifique. Voilà, pas plus à dire, c'est juste magnifique. Quasiment tous les plans sont extrêmement bien travaillés, que ce soit la lumière, la photographie, ou même les mouvements de caméra, c'est toujours très très joli. J'aime beaucoup les plans du tout début du film quand on a Harvey Keitel, Michael Caine qui sont sur une table, et puis au loin on a... Non, c'est même pas ça. C'est Michael Caine qui parle avec quelqu'un, je sais plus qui. Ils sont sur une table dehors de l'hôtel. Et au loin, on a Paul Dano qui est aussi sur une table et qui les espionne. J'aime beaucoup visuellement, c'est très joli. Pour dire un petit peu vite fait le synopsis, deux octogénaires qui sont joués par Harvey Keitel et Michael Caine se retrouvent donc dans un hôtel en Suisse et vont... Je sais pas, je saurais pas dire plus, et c'est là où je trouve le second problème. Ce qui fait que je n'ai pas aimé le film, c'est que en fait tout le film ça va être on va nous présenter des personnages, leurs problèmes, tout ça, plein de thématiques. Il y a vraiment énormément de thématiques qui sont abordées dans le film, et je dirais même trop, parce que c'est ça qui fait que j'ai pas aimé le film. C'est qu'il y a beaucoup trop de sujets qui sont abordés dans le film. On rajoute à ça des dialogues philosophiques de nos personnages joués par Michael Caine et Harvey Keitel. Puis on a des personnages qui sont développés, mais on ne reverra plus jamais dans le film. Je pense par exemple à un couple qui passe le début du film à s'engueuler. Je sais pas, j'imaginais qu'on allait plus découvrir ce qui leur arrivait, même si c'est des personnages que Michael Caine et Harvey Keitel croisent dans l'hôtel, mais ils ne leur parlent jamais et on n'entend jamais nos personnages se parler. Mais même, j'avais quand même envie d'en savoir plus. C'est comme le footballeur devenu obèse qu'on croise à de nombreuses reprises, mais voilà, on n'en saura jamais plus. Et même les thématiques autour d'Harvey Keitel ou Michael Caine, il y en a beaucoup trop, ça parle de beaucoup trop de choses à la fois, et ça en devient très très lourd, très lent, très chiant. Je me suis ennuyé quoi. J'ai fini le film, mais finalement à la fin je me suis dit ouais ok, ça m'a amené quoi. J'ai pas trop compris en fait, c'est tout. Après j'ai été très content de retrouver Harvey Keitel et Michael Caine dans un film comme ça. Et surtout Paul Dano, les trois jouent très très bien, même Paul Dano. Pourquoi même Paul Dano joue toujours très très bien, même dans There Will Be Blood dont je parlais tout à l'heure, un film que je n'ai pas aimé. Mais il joue toujours très bien, et il y a un petit côté Johnny Depp dans ce film là que j'ai bien aimé.
Mais voilà, ma note sera de 10 sur 20. Voilà, pas un film que j'ai vraiment adoré. Mais en vue des notes, je vous invite quand même à vous faire votre propre point de vue, parce que le film est plutôt bien noté. Voilà, pas fan. Mais je découvrirai avec plaisir le reste de la filmographie de son réalisateur, prochainement.